Juste l'idée de penser à moi en tant que mère, en fait, j'ai des crises de panique. J'ai très conscience que de toute façon on est en surpopulation, qu'on pollue trop la planète et que créer des humains c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu fétichisant parce que mon copain est blanc. Et donc du coup, quand les gens nous voient ou qu'on sort ensemble, une des premières choses qu'on dit, vos bébés seraient tellement beaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Financial Show. Aujourd'hui, je suis avec Sabrina Eboulamsouk. Salut. Salut. Et on va parler du fait de ne pas être mère ou de ne pas vouloir être mère. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je m'appelle Eboulamsouk, je suis cinéaste et artiste. Je m'appelle Sabrina, je suis développeuse web. J'écris aussi sur des sujets autour de l'île Maurice parce que je suis mauricienne et sur le fait de vivre en France en tant que mauricienne. On va rentrer dans le vif du sujet pour parler de ce non-désir de maternité. À quel moment vous avez pris conscience en fait que vous vouliez pas être mère? Moi, en fait, c'est une question particulière parce que j'ai pas daté, j'ai pas de prise de conscience. Je me suis pas levée un matin en me disant je veux pas être mère. C'est juste la vie qui m'a amenée à ne pas être mère. J'ai pas de vide, c'est pas un manque, c'est pas un besoin. Donc du coup, c'est mon expérience de vie, c'est ma vie qui m'a amenée à ne pas avoir d'enfant. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas comme tu dis, c'est pas un manque particulier. C'est pas un manque, c'est pas un désir. Et la vie, de toute façon, là, plus j'avance, plus je suis âgée. Et ma vie se fera de toute façon logiquement sans enfant. Et est-ce que c'est comme ça que tu l'avais envisagé, peut-être, quand t'étais plus jeune? Non, parce que je viens d'une structure familiale assez classique. Mes parents sont restés jusqu'au décès de ma mère ensemble, 50 ans. Ma mère, c'était le seul homme qu'elle avait rencontré. J'ai 3 sœurs, on est une lignée de femmes. Donc du coup, la maternité, pour moi, c'est quelque chose qui coulait de source. Et d'ailleurs, quand je me suis mise en couple avec une personne, avec l'homme à qui je faisais 15 ans, dès le départ, les gens, lorsqu'ils nous voyaient, ils pensaient qu'on avait déjà des enfants. Okay. Ensemble. Bon, bref, il fantasme sur notre métissage, je pense aussi. Toi, Sabrina, s'il y a eu un déclic, quand est-ce que tu as réalisé que tu t'es dit je serai pas mère et je vais pas? J'ai quand même un souvenir assez fort, j'avais 13 ans et en fait c'est très bizarre, genre, je me suis réveillée un jour et c'est juste venu dans ma tête, en fait je serai jamais mère. C'est une pensée qui est restée avec moi depuis mes 13 ans et c'est vrai que je pense que ça vient plutôt pareil, je viens d'une famille classique, hétéronormée, mes parents sont toujours ensemble, ils ont fêté leur 32 années de mariage, je pense, un truc comme ça, voire plus. Mais justement, je pense, en voyant les dynamiques de couple autour de moi, des gens qui avaient l'âge de mes parents, en fait, c'est pas quelque chose qui me donnait envie parce que j'ai l'impression que les gens étaient malheureux. Et surtout, je pense que j'ai aussi une tante qui n'était pas mariée, qui ne l'est toujours pas et qui n'a pas d'enfant. Et elle avait une vie vraiment géniale. Elle voyageait partout dans le monde, elle faisait des trucs trop cool, elle nous envoyait des cartes postales ou des livres de partout où elle était. Et je pense que entre ma tante qui avait cette vie qui pour moi était une vie rêvée et je voyais les femmes dans ma famille avoir une vie très domestique, je pense que du coup il y a eu un peu cette dichotomie dans ma tête. Ouais. Et je pense avec mon cerveau de 13 ans, de fille de 13 ans, je me suis dit bon, à choisir, j'ai ces 2 routes, je choisis laquelle, c'était évident que c'était celle de ma tante, quoi. Ok, donc c'est pas une pensée qui t'est venue avec de la tristesse ou de la fatalité, c'est plus en mode ça sera comme ça et c'est très bien. On a beaucoup entendu des jeunes filles qui disent que elles se sont toujours vues, elles ont pensé au jour de leur mariage, elles se sont vues en robe blanche, c'est un truc on entend souvent en pop culture ou même en discutant avec des potes. Et moi je pense que c'est du coup l'inverse, je me suis jamais projetée en tant que mariée et en ayant des enfants. Aujourd'hui j'essaye toujours de créer cet imaginaire. Pas de créer cet imaginaire, mais d'essayer de me projeter. Parce que là, je suis en relation avec quelqu'un et ça fait 6 ans qu'on est ensemble et que ça se passe super bien. Et même, juste l'idée de penser à moi en tant que mère, en fait, j'ai des crises de panique, quoi. Ouais, c'est vraiment... du coup, je sais que c'est pas fait pour moi, mais j'essaye de me confronter très régulièrement parce que je me dis que c'est... Le fait de pas vouloir d'enfant, c'est un spectre. Et il y a des gens qui sont 100% persuadés... etc. Je sais pas si je suis 100%, mais je pense que je tends plus vers le non, quoi. Ok. Du coup, quelle a été la réaction un peu de vos entourages quand vous avez... parce qu'à un moment donné, forcément, la question se pose de « Alors, les enfants, pour toi, etc. » Comment vous avez expliqué ça à vos entourages? Quelles ont été les réactions? Moi, j'ai pas eu à expliquer, en réalité. Peut-être la seule fois où ma mère m'a demandé si mon compagnon et moi allions avoir des enfants, c'est quand ma sœur est tombée enceinte de ses jumelles. C'était en 2010. Alors, ça faisait déjà 10 ans que j'étais avec mon compagnon. Et effectivement, après, c'est assez étrange. J'ai vraiment pas eu de soucis avec ma famille. Hein. Ils m'ont jamais posé la question, ils nous ont jamais posé la question. Mais plus peut-être sur l'entourage, mais à l'extérieur.
Genre les amis? Oui, plutôt les amis ou les amis de mon ex-compagnon, qui eux, en fait, comprenaient pas parce que j'avais déjà monté une boîte de production, une deuxième, et donc j'étais souvent accusée d'être carriériste. J'ai même eu une très méchante remarque d'un de ses amis qui me disait oui, mais bon, tu commences à prendre de l'âge, tes ovules vont pourrir. Des choses comme ça. Oui, Ah, il t'a dit ça comme ça? Oui, carrément. Mais parce que c'est vrai que c'est dérangeant de voir une femme qui réussit et qui n'est pas mère. J'ai eu pareil une de ses amies qui est venue me demander si j'aimais les enfants, parce que j'avais pas d'enfants. Et que ça faisait un moment que j'étais avec mon compagnon. On rejette toujours la faute à la femme, alors que ça aurait pu être très bien lui qui ne voulait pas d'enfant. Ouais, clairement. On aurait pu ou au pire, vous aurez pu ne pas avoir des soucis. Enfin, en fait, oui, on sait pas ce qui se passe dans le foyer des gens, on en peut fait. pas savoir. Donc c'est pour ça que c'est toujours à la femme qu'on reproche la non-maternité. Hmm. Et jamais à l'homme, en fait, de la non-paternité. C'est peut-être un peu choquant d'être confronté à ce genre de réflexion parce que c'est des gens qui sont extérieurs à ta relation, quoi. Mais après, non, vraiment, dans le cercle très proche, j'ai pas eu de soucis, quoi. Sabrina, comment ça s'est passé, toi, de ton côté, sur ce côté-là, justement, en parler aux proches, je veux pas d'enfants, quelles ont été les réactions? Bah, du coup, vu qu'à 13 ans, j'ai eu cette épiphanie. Ouais, voilà, exactement. Bah, en fait, il se trouve que ma sœur aussi l'a eu presque au même moment, je pense, parce qu'on se parlait de ça. Et en fait, depuis qu'on est ado, on dit à nos parents, bah, nous, on n'aura pas d'enfants. Vous n'aurez pas de petits-enfants, vous aurez peut-être des petits chiens ou des petits chats si on veut avoir des animaux de compagnie, mais c'est tout. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ils se disent, bon, c'est des ados, elles sont un peu rebelles, elles vont passer une phase, quoi, elles vont passer à autre chose. Sauf que ma sœur, elle a 2 ans de plus que moi, elle est mariée aujourd'hui à un homme qui veut pas d'enfants. Avec ma famille, vu qu'on ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on leur répète tout le temps qu'on n'aura pas d'enfant, je pense que ça a fini par rentrer. Sauf que j'ai une cousine qui a eu un enfant il y a 1 an et elle avait 36 ans. Et elle, à la base, elle disait ne pas en vouloir. Donc ça a un peu ravivé la flamme de l'espoir chez mes parents, on va dire, en se disant que bah, j'ai 32 ans, donc du coup, elle peut décider d'avoir un enfant dans 4 ans. Parce que ma mère m'a eu assez tard, en tout cas pour l'époque, ma mère avait 35 ans. Là, à l'âge que j'ai maintenant, ma mère m'avait toujours pas eu. Donc du coup, je pense que... Vas-y, la deadline, entre guillemets, c'est pas encore là, quoi. Voilà, c'est ça. Encore. Donc du coup, ça aurait été... Enfin, ils m'ont pas... questionner là-dessus avant vraiment parce que du coup pour eux j'étais encore je suis très jeune t'as le temps en gros voilà, le temps, voilà. Tu peux encore changer d'avis et t'as le temps en fait de changer d'avis. Ouais, exactement. Okay. J'ai appris à mettre beaucoup de limites quand j'ai mes opinions et quand j'ai des choses qui sont importantes pour moi, je les communique de manière assez voilà, c'est comme ça ou rien. Donc du coup je pense qu'ils ont eu l'habitude de ça, pas que sur ce sujet mais sur d'autres sujets, sur des valeurs, sur mes opinions politiques et tout. Donc je pense qu'ils savent que ça sert un peu à rien de me dire de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Du coup, on va passer plus en dehors de la famille, mais plus côté social. Tu en as parlé un petit peu déjà avec des proches qui sont dans le cercle, pas familial, mais amical, quoi. Est-ce que vous ressentez du coup une pression sociale dans vos vies perso, mais aussi potentiellement dans vos vies pro, du fait de ne pas vouloir d'enfants ou de ne pas en avoir? Dans mes amis d'enfance, oui, je suis l'une des exceptions, parce qu'on est dans le groupe d'amis d'enfance, je suis pas la seule, on est 2 de ne pas avoir d'enfants. Il y a quand même une dynamique qui se crée, parce qu'on a tous plus ou moins rencontré notre compagnon avec qui on est resté très longtemps, au même moment, et on les a tous quittés au même moment aussi, donc c'est assez drôle. Elles ont fait des enfants entre-temps, et effectivement, elles se retrouvaient pour passer des vacances ensemble avec les enfants, parce que leurs enfants, elles les ont faites plus ou moins à la même période, hein. Donc du coup, elles ont passé des vacances en groupe, etc. Et moi, par contre, je suis partie partout dans le monde. Puis même, elles le savent que lorsqu'elles me proposaient de venir avec elles, j'évitais. Pas que je n'aime pas les enfants, c'est pas une question de ça, parce qu'effectivement, c'est idiot de croire que les gens qui n'ont pas d'enfants n'aiment pas les enfants. Moi, j'adore les petits-enfants. J'aime bien tous les enfants, mais j'adore les bébés. En général. Ouais, ceux qui font pas trop tant de bruit que ça. C'est pas ça, non, s'ils sont captifs, on peut toujours les porter et les câliner. C'est vrai. C'est pour ça. Et en fait, quand elle me proposait de se joindre à elle pour les vacances, on louait des grandes maisons, etc. Déjà d'une, je préférais partir en sac à dos ailleurs, visiter des pays que je connaissais pas. Mais c'est aussi parce qu'en fait, je prenais le relais. C'est moi qui m'occupais en fait de faire à manger, etc., de me soucier si les petits avaient mangé. Et donc j'avais une charge mentale. Ouais, ok, elle s'est déchargée un peu sur moi, et donc du coup j'ai vite compris le pli, parce qu'en fait on a une dynamique de groupe de copines où c'est comme ça, on est 2 en fait un petit peu à organiser, et les autres suivent, et du coup je prenais un peu le lead, et en fait c'est pas des vacances pour moi. Je suis dans un milieu artistique, j'ai quand même beaucoup d'amis artistes femmes qui n'ont pas d'enfants, et de militantes aussi, intellectuelles qui n'ont pas d'enfants non plus. Puis c'était Virginie Woolf qui disait de toute façon quand on est une femme artiste, il faut une chambre à soi, ou une pièce à soi pour pouvoir travailler, pour faire les métiers qu'on fait, c'est primordial. Toi, Sabrina, est-ce que tu ressens une pression du fait de ne pas vouloir ou de ne pas avoir d'enfants? Non, mais je pense que c'est parce qu'on vit à Paris. Mes potes sont des personnes qui ont fait des études longues et qu'on est des millennials, donc on a la trentaine. Et je pense que notre génération, en tout cas cette tranche de génération, on remet en question beaucoup plus des choses qui étaient peut-être acquises
où, enfin, dans une autre génération, le fait de se mettre ensemble avec quelqu'un, on a plus des personnes qui se séparent plus facilement parce que il y a des standards, il y a des choses qui deviennent non négociables. Avec le temps, je pense avec les réseaux sociaux, il y a pas mal d'informations qui se sont démocratisées sur la maternité. Et je pense que la maternité doit être un choix, mais ça doit être un choix conscient. C'est pas parce qu'on a les organes de quoi faire pour qu'on peut être parent, pour moi, parce qu'être parent, ouais, c'est pas biologique, c'est social. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que c'est beaucoup de sacrifices, que c'est beaucoup d'argent aussi, parce que bon, on est quand même dans une situation économique qui est très compliquée, surtout les millennials. On a été à l'université quand il y avait le subprime crisis aux États-Unis. On a commencé l'école primaire, il y avait le 11 septembre. En fait, on n'a que été entre guerre, crise économique, guerre, crise économique, guerre, crise économique. On remet en question beaucoup plus les choses que nos parents. Donc du coup, moi, ça fait des dizaines d'années qu'on a ces conversations avec des copines. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont peut-être en couple, n'ont pas d'enfants, sont pas en couple et ne savent pas si elles veulent avoir des enfants ou pas. Mais il y a personne qui est... faut absolument là que je me mette en couple, il faut que j'ai des enfants parce que voilà. Et j'ai plutôt des amies, si elles ont des questions sur la maternité, elles vont plutôt aller se faire congeler les ovocytes. Parce qu'en France, maintenant, c'est gratuit, on peut le faire. Et petit chat. Donc, on peut le faire. Et c'est vraiment ta génération, parce que la mienne, qui est beaucoup la génération au-dessus, c'est quand même des femmes autour de la quarantaine qui commencent à flipper. Si elles pensent à congeler leurs ovocytes, mais je crois qu'en France, au-delà de 38 ans, c'est trop tard. Exactement. C'est ça. Je crois que c'est 37, donc, je crois que la limite, 37, vraiment, c'est voilà. Et donc, c'est l'année de ces 36 à ces 37, mais une fois que 37, c'est passé. C'est ça, donc du coup, envisager aller à l'étranger pour congeler ces ovocytes, c'est plus compliqué, même si ça se fait. Et du coup, j'ai quand même pas mal de gens que je connais autour de moi, qui sont pas forcément des proches, mais qui vont carrément chercher un géniteur, quoi. Dans ma génération encore, parce qu'on est, comme tu disais, vous êtes peut-être dégagés des codes sociaux. Nous, on est vraiment sur cette génération qui change un peu les choses, mais qui reste encore un peu ancrée dans cette... dans les codes d'avant. Ouais, dans les codes, dans ce carcan-là d'avant, effectivement. Couple, enfant, foyer. Ouais, c'est ça, parce que je pense qu'à une époque, il n'y avait même pas de question, c'était « Ok, j'ai mon premier taf, j'ai une relation, ok, ça se passe bien, on se marie au bout de 3 ans. » Et après on fait un enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un enfant. En fait, la maison et l'enfant. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Enfin, on questionne rien du tout. Mais sauf que nous, dans nos vies, il y a tout qui devient un point d'interrogation. C'est clair. Parce qu'on n'a plus la stabilité d'un travail qu'on gardera pendant 30 ans. Le fait de vouloir prendre un prêt, surtout quand on est à Paris, qu'est-ce que tu vas voir avec... quel enfant tu peux élever dans 20 mètres carrés ? Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi les questions autour de l'avenir de ce monde, quoi. Avec... la situation, comme tu dis, socio-économique, climatique, et environnementale, voilà, exactement. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a énormément de trucs qui sont très bouleversés, qui rendent l'avenir beaucoup plus incertain, et donc du coup les gens veulent peut-être moins s'engager dans des grosses décisions de vie, et la plus grosse c'est quand même celle d'avoir un enfant à charge, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses que vous vous dites vous-même quand vous regardez votre choix, ou juste le fait que la vie ait décidé que vous n'ayez pas d'enfant, est-ce que c'est des choses que vous mettez aussi dans la balance aujourd'hui pour vous dire c'est peut-être le bon choix, ou en tout cas c'est plutôt bien que ce soit passé comme ça, toute cette situation à titre perso, vraiment? Alors moi ça rentre pas en compte pour moi, parce que de toute façon c'est vrai que la vie a fait que, mais par contre oui, je pense que j'ai très conscience que de toute façon on est en surpopulation, qu'on pollue trop la planète, et que créer des humains c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, d'autant plus qu'il y a des humains aussi qui n'ont pas de famille et pas de parents. Ce qui est drôle, c'est que toi à 13 ans tu voulais pas d'enfants, mais moi à 16 ans j'envisageais d'avoir que des enfants adoptés et pas d'avoir de mari. Parce que j'avais pas envie d'avoir de mari, mais je voulais que les enfants adoptés. Pourquoi faire des enfants s'il y a déjà des enfants qui n'ont pas de famille, hein ? C'est plutôt ça ma réflexion à 16 ans. D'autant plus qu'on est dans une économie capitaliste en majorité. Et bon, après, c'est plus complexe que ça, parce que dans les pays développés, capitalistes, qui produisent, qui polluent, en fait, il y a une sous-reproduction. On ne fait pas assez d'enfants. Et en fait, si on voit pas la planète comme un organisme entier, une entité en fait vivante. Oui, effectivement, chaque personne dans son coin égoïstement se dirait en fait pour rebooster notre économie, il faudrait nous en faire des enfants, alors que finalement ailleurs ils sont trop nombreux. Bon bref. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de choses complexes. On voit les choses à échelle très personnelle et individuelle. Pas du tout à l'échelle globale, quoi. Et pas du tout à l'échelle globale, c'est ça, oui, effectivement. Mais après, lorsqu'on a un désir d'enfant, est-ce que c'est la question qu'on se pose ? Est-ce qu'on fait pas un enfant pour soi ? C'est une vraie question. Je vais rebondir sur quand même un truc, parce que du coup là on parle du fait que comme tu dis, soit la vie a fait que, soit vous n'en voulez pas. Est-ce que vous avez quand même à un moment donné eu l'idée du « et si je regrette, quoi ?» Est-ce que ça s'est posé cette question-là ? Alors moi c'est pas tant le regret de pas avoir d'enfant, ce qui est bizarre, hein, c'est de pas avoir eu de
grossesse. Ah, c'est l'expérience de C'est la grossesse. l'expérience organique, parce que je travaille beaucoup tout ce qui est dans mon travail d'artiste. En fait, je travaille beaucoup sur tout ce qui est organique, les sensations, les impressions. Et donc, du coup, cette part, quelque part pour moi, animale, organique. C'est peut-être ça mon regret, que plus élever des enfants. Moi, je suis allée voir une énergéticienne il y a quelques années qui m'a dit en fait que j'avais déjà été mère, parce que j'avais élevé ma mère et mes sœurs. En fait, que la maternité, je l'avais déjà expérimentée de toute façon à un jeune âge. Donc, du coup, c'est pour ça que quelque part, j'ai pas ce besoin d'être mère, parce que je l'étais déjà. Et pareil, en étant artiste, je ne fais que accoucher des œuvres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un baby blues à chaque fin de projet, que j'essaie de repousser en partant, en voyageant, mais à chaque fois ça me revient. Parce que je sais qu'il faut un temps où voilà, j'ai donné et qu'il faut que j'accepte de laisser mon œuvre. Voilà. Je pense que c'est une des questions qu'on me pose souvent quand je dis que je veux pas avoir d'enfants, enfin, quand je parle de tous ces enjeux sociopolitiques, climatiques et tout. Mais moi, c'est pas forcément dans l'aspect de il y a trop de personnes sur Terre, il y a une surpopulation. Pour moi, c'est pas la surpopulation, c'est qu'on utilise mal les ressources. Qu'il y a suffisamment de ressources alimentaires, comment dire, des structures pour héberger les personnes. C'est juste que vu qu'on est dans une société, comme tu as dit, extractiviste et capitaliste, on le fait pas, c'est un choix. Et moi, le fait de pas avoir des enfants, quand je pense aux enjeux climatiques, par exemple, c'est pas dans le sens que plus d'humains vont polluer, c'est plus, j'ai pas envie que mon enfant hypothétique vive sous 50 degrés à Paris. J'ai pas envie que cet enfant souffre parce que ma génération et les générations d'avant n'ont pas eu le courage politique de faire ce qu'il fallait pour arrêter qu'on atteigne les 2,5 degrés de plus de réchauffement de la Terre. C'est plus dans cette optique-là, c'est que je sais même pas si je peux protéger les enfants qui existent actuellement de tous les problèmes qui arriveront. Donc, est-ce que je serais capable de protéger mon propre enfant? Lié à ça, je pense pour moi, il y a un enjeu de... en fait, dans ma tête, et j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que si j'avais un enfant, je ferais tout pour mon enfant, ce qui est bien. Mais du coup, mon monde se renferme sur cet enfant et cette famille nucléaire. Donc, du coup, est-ce que j'aurais ce courage politique de quand même chercher à faire communauté, de sauver une communauté, de lutter pour une communauté, ou est-ce que je serais en train de regarder le prix du premier bunker pour sauver ma famille quand y aura une guerre qui s'éclate. J'exagère, mais c'est plus dans ma tête, j'ai l'impression que la manière dont notre société est construite, on n'encourage pas la solidarité entre personnes. Toi, tu peux être ma famille si tu es dans un problème, je dois pouvoir t'aider. Mais parce que non, on n'a pas de lien de sang, on n'a pas un enfant ensemble, bah en fait, désolé, je vais te laisser crever, pour le dire. Et je dis pas, il y a des parents qui font quand même ça, qui ont des enfants et qui savent être solidaires avec des personnes autour, même s'il n'y a pas de lien de sang et tout, et c'est ce qu'on devrait cultiver. Je pense que ce qui m'aide moins à me dire que j'aurais pas de regrets, c'est que je pense que la maternité se cultive autrement sans forcément avoir un enfant biologique. Que je peux développer cet instinct maternel ou cette maternité via soit des neveux, des nièces ou les enfants de mes amis ou d'autres enfants avec qui j'ai pas forcément de lien, mais si je deviens bénévole dans une asso et que... T'as d'autres façons. D'autres façons de faire de la transmission, de donner quelque chose, d'enseigner et d'apprendre des enfants aussi. Qui sont autres que il faut forcément que j'ai un enfant qui sort de mon corps, quoi. Et je pense que c'est aussi se décentrer, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur le fait de je dois créer un enfant qui est de mon sang, de ma chair, de mon os. Il y a beaucoup de ça, surtout je pense peut-être parfois dans nos cultures il faut continuer une lignée, un truc un peu finalement un peu narcissique et individualiste en fait. Exactement, de ce que tu dis qui est dérangeant. Exactement, et les gens ils sont plus focus sur ça sans se rendre compte, est-ce que je suis apte à être parent, est-ce que je suis capable d'aimer cet enfant, est-ce que je suis capable de lui donner le soutien. Et là je parle même pas d'argent, parce qu'il faut pas être riche pour avoir des enfants, et d'ailleurs les enfants de riches on les connaît, voilà, ils se font bousiller par leurs parents. C'est juste, est-ce que tu es capable de te dire c'est quoi les répercussions d'avoir un être qui va grandir, qui aura ses propres opinions, qui va te poser des questions. Parce qu'un enfant, c'est pas être là juste pour lui dire non, tu m'écoutes, t'as pas le droit d'avoir une opinion et je te frappe quand tu m'écoutes pas. Pour moi, c'est pas ça la parentalité. Donc du coup, je pense que c'est parce que je me pose beaucoup de questions personnellement sur la parentalité, sur la maternité, que je veux pas d'enfant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui se posent autant de questions, mais qui arrivent à la conclusion qu'ils veulent des enfants, et c'est génial. Et du coup, par rapport au regret, en fait, je me suis toujours dit que je préfère vivre avec le regret de ne pas avoir eu d'enfant que de vivre avec le regret d'en avoir eu un. Parce que le regret d'avoir eu un enfant, l'enfant va le ressentir. Et l'enfant va porter ça pendant toute sa vie. Et c'est un trauma qui va prendre des années ou peut-être se réglera jamais. Parce qu'un enfant sait quand il n'est pas aimé. Donc du coup, je me dis, je préfère
moins gérer ce manque parce que c'est moi qui souffre dans cette histoire. Et ça, je peux le gérer parce que j'ai pu gérer d'autres choses dans ma vie. Il y a d'autres manières d'assouvir ce besoin de maternité quand tu penses à ton entourage comme un village où on s'aide, on s'entraide tous. Ça m'évoque une question, du coup, en vrai, c'est quoi pour vous la maternité, si vous deviez donner une définition? C'est quoi être mère? En parlant de maternité, c'est marrant parce que c'est même un carcan sur lequel j'aimerais faire sauter. Je sais pas pourquoi on est femme, on devrait forcément être lié à la maternité. Peut-être je parlerais plutôt de solidarité et de transmission que de maternité, parce que du coup, pour moi, c'est toujours comme si on mettait une pression à une femme, qu'elle soit mère ou pas mère, d'être obligée d'avoir ce sentiment ou ce besoin d'assumer une certaine maternité, même indirecte, en étant la meilleure tata, comme tu disais, etc. Et en fait, je trouve ça quand même particulier parce que les hommes, ils ont pas cette injonction-là. On ne demande pas où tu places ta paternité. Je trouve que derrière la maternité, au-delà d'être mère, il y a être une bonne mère. C'est ça. C'est ça le truc. Mais un père, un bon père, ça se pose quasiment pas trop comme question. Oui, un homme, on ne pose pas la question sur sa paternité en général et comment il transmet sa paternité, comment en fait quand il n'est pas père, il transpose sa paternité. Pourquoi une femme? Parce qu'elle est femme, elle est obligée d'être maternelle ou maternante tout le temps ou envers des gens plus faibles ou d'autres personnes. Toujours cette notion de care. Tout à fait. C'est pour ça que même moi j'aimerais dépasser ce carcan-là. Oui, effectivement, j'adore mes nièces, j'adore les enfants, mais après je ne m'oblige pas à être maternante avec eux. Oui, forcément, je serai attentive à eux parce que je suis une adulte. Donc forcément, j'ai bien conscience que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de vécu, donc forcément je vais transmettre, je vais faire plus attention à eux parce qu'ils sont dans ma tête plus fragiles, mais c'est pas forcément dans le désir d'être leur mère, hein. Ni leur amie non plus, parce que je suis l'aînée. Poussez pas non plus, faut pas pousser non plus. J'ai un rapport avec les enfants que je les considère plus comme des humains, à tel point que certains enfants me disent ouais mais tata, boule, tu nous parles comme des adultes. J'ai fait oui tu sais, comme si t'arrives à retenir autant de bêtises, avec tout ce que les gens te racontent autour, l'école, les médias, ce que tu veux, bah de toute façon, ce que je vais te dire, tu vas l'entendre aussi, tu vas pas comprendre tout de suite, mais ça, plus tard, tu vas comprendre. Ouais, t'as pas ce rapport hiérarchique, en fait, aux enfants, où s'ils sont plus petits que moi, c'est vraiment des humains. Alors, peut-être pas au même niveau, mais t'as pas ce truc-là de... J'essaye depuis toujours de faire confiance à leur intelligence, à leur compréhension. Donc je m'adresse à eux, à les faire devenir ce qu'ils sont. Du coup, leur expliquer des choses, hein, s'il faut. Bon, il y a aussi des règles, forcément, parce qu'un enfant, c'est pas des fois... C'est un cadre, il y a un cadre. Ouais, voilà, il y a un cadre à poser. Mais je m'oblige pas à leur imposer un cadre. Hein. Donc il y a des limites. Mais s'ils dépassent pas les limites pour moi et que moi j'ai une limite assez haute, élevée, en fait, en termes de bordel ou de machin, ça me fait rire. Donc du coup, ça va. Et par contre, oui, j'essaye toujours de leur parler, d'aller questionner leur intelligence et de réfléchir par eux-mêmes. Ça a toujours été comme ça. Et même les enfants, même en bas âge, je leur parle comme je dis, comme des adultes, avec un vocabulaire quand même normal, quoi. Toi, c'est quoi pour toi être mère, si tu dois donner une définition? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Abolir la famille de Sophie Lewis, qui est très intéressant parce que du coup, bon, spoiler, elle n'est pas en train de dire que les familles doivent plus exister, loin de là. Mais en fait, ce qu'elle explique dedans, c'est que le mode de famille qu'on connaît actuellement est très récent et très occidental et très capitaliste. Parce que pourquoi est-ce que tu as besoin d'un père, d'une mère qui produit des enfants? C'est pour créer une classe ouvrière qui va travailler, qui va produire et ainsi de suite. Et on crée les travailleurs de demain. Voilà, pour schématiser. Par exemple, quand les colons sont arrivés aux États-Unis et qu'il y avait du coup la population indigène qui vivait, la native quoi, ils avaient des modes de famille qui étaient très collectivistes. Tout le monde élevait des enfants. C'était pas que ta mère biologique ou ton père biologique qui t'élevait, t'as été élevé par... C'est comme le village. Et du coup, quand les colons sont arrivés, comme ils l'ont fait en Inde et dans d'autres pays, ils se sont dit, mais c'est qui ces barbares qui sont là ils n'ont pas un partenaire fixe, ils sont pas genre dans le lit conjugal, machin et tout. Du coup, ils ont imposé toute cette hiérarchie de il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut faire machin, etc. Et en fait, nous, ça a brisé quelque chose et ça fait qu'on a aujourd'hui un système où les mères doivent être mères, doivent être femmes, doivent être copines, pères aussi, enfin, doivent adosser tous ces rôles, sauf qu'on ne peut pas humainement faire tout ça. Et c'est normal que les personnes craquent et qu'il y ait des grosses fissures dans la famille moderne aujourd'hui. Donc du coup, pour moi, la maternité, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas une mère et un père et un enfant qui vivent dans un appart tout seul, isolé, sans qu'on les aide, que ce soit l'État ou les gens autour, quoi. C'est pas du tout, c'était pas censé être comme ça. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on sait qu'une des premières causes de dépression postpartum, etc., c'est justement cette sensation de solitude et d'isolement. C'est une des raisons pour lesquelles les couples explosent, c'est qu'il y a une pression qui est énorme sur juste deux personnes qui accueillent une toute nouvelle personne et en fait ça fait tout péter.
Mais oui, mais on n'était pas censé élever des enfants seuls, en fait. C'est pas du tout ce pourquoi on devrait avoir des enfants. On parle beaucoup de transmission, qu'ils soient soutenus, pas que par 2 parents, pas que par un parent, mais par plusieurs personnes. Une communauté, en fait. Une vraiment, communauté. Et je pense qu'on a un peu oublié ça. Et du coup, je pense que c'est quelque chose... Enfin, en tout cas, je pense dans nos cultures respectives, c'est quelque chose qui était ancestral et qu'on nous a fait oublier. C'est vrai que les sociétés modernes ont l'impression d'avoir oublié ça, mais en réalité, tu te rends compte que le collectif façonne de façon la pensée de tes enfants. Ton enfant, à un moment, il t'échappe, il va à la crèche, il va à la maternelle, il va à l'école, il va La dans ses société clubs. éduque aussi tes De toute façon, la enfants, société tout le temps. éduque les enfants de toute façon. Donc du coup, c'est très paradoxal de se dire, oui, faisons des cellules familiales, comme tu dis, père, mère, enfant. Ils se débrouillent, hein. Il y a quelques aides. Hein. Du coup, ils sont très isolés, ils ont une pression. C'est pas comme si t'étais seul avec ton enfant et que tu lui donnes une éducation parce qu'il est influencé par les autres. Oui, c'est ça. En fait, on vit Donc, pas dans des, on vit pas dans chacun dans des îles. Enfin, chaque foyer ne vit pas dans une île, donc il y a forcément un moment donné où la communauté, que tu le veuilles ou non, elle a un impact. Oui, c'est perméable. Du coup, Sabrina, est-ce que tu penses que si on était dans les modèles d'avant, tu penses que ça aurait une influence sur ton choix de ne pas être mère? Je pense que oui. Parce que l'idée de me dire que je pourrais avoir un enfant qui puisse apprendre de différentes personnes, que du coup, ça enlève aussi le côté très ascendant que les parents ont sur les enfants, parce que ça mène à énormément d'abus, parce que quand on regarde les stats, c'est terrifiant. Les stats d'inceste, les stats d'abus, ça arrive dans la cellule familiale. Et très très nucléaire. Et c'est pour ça que ce livre que j'évoquais est super intéressant, parce que on dit souvent oui, la famille c'est le safe space, c'est là où on se sent le mieux et tout, sauf que la majorité des violences envers les enfants ont lieu dans la cellule familiale. Et pourquoi ces violences ont lieu? C'est parce que il y a un stress sociétal, il y a toutes ces choses là qui font que en fait, quand t'es pas préparé à accueillir un enfant, et en plus tu dois le faire seul, je justifie en rien, mais c'est une des raisons qui fait que ça explose. Donc oui, évidemment, parce que moi c'est vrai que j'ai peur, une des craintes que je me dis, si j'ai un enfant, qu'est-ce que je vais lui transmettre? Est-ce que je peux lui transmettre des traumas? Est-ce que un jour je vais être en colère et c'est quelque chose qui va rester dans sa tête et qui va le traumatiser pour le reste de sa vie? Il y a plein de choses comme ça que je me dis, est-ce que moi en tant que personne, je peux vraiment détruire la vie de quelqu'un, même sans le frapper, vu que c'est le seul truc que la société estime que c'est de la violence, on peut vraiment créer des dégâts. Et j'ai l'impression que quand il y a d'autres gens autour, ça permet, par exemple, parce que ça arrive, l'enfant, tu peux te disputer avec ton enfant, l'enfant peut trouver refuge avec un autre adulte qui est là pour l'écouter, qui est un peu un middle ground. En fait. À un moment donné, il y a moins de pression sur une seule personne, ce qui permet d'avoir un cordon de sécurité en fait qui est géré par et moi aussi, je pourrais parler à quelqu'un d'autre qui est au courant, et comme ça on peut évacuer toutes les tensions et tout. Est-ce que ça a influé justement le fait de ne pas vouloir d'enfants? Est-ce que ça a un impact dans les relations que vous vivez aujourd'hui ou dans la façon dont vous avez choisi vos partenaires? Pas du tout. J'ai pas eu de problème particulièrement avec les hommes. Dans ma vie, j'ai fait quasiment 20 ans de couple. Donc les hommes avec qui j'étais auparavant, vu qu'on était jeunes, on avait tous ce désir d'enfant, c'était une évidence. Voilà, ça s'est construit comme ça. Après, ça ne s'est pas été fait, on se sépare. Et après ma rupture de l'homme à qui je suis restée 15 ans, j'avais un désir d'enfant là, parce que j'arrivais j'avais 41 ans. Donc du coup, je m'étais posé plein de questions pour faire un enfant. Et moi, toujours pareil, le désir d'enfant correspondait à un désir de couple ou un désir d'être le faire avec quelqu'un. J'aurais jamais fait un enfant toute seule. Voilà. Parce que forcément, je voulais pas couper mon enfant d'une lignée. La question se posait si est-ce que je faisais pas qu'un ami gay, comme ça, parce que j'avais comme ce désir autour de la quarantaine, qui était lié aussi à un questionnement sur la mort. En fait, ma séparation m'a fait me rapprocher de ma mortalité, alors qu'avant, je me sentais immortelle. Donc du coup, voilà, je m'étais projetée avec cette personne jusqu'à la bout de ma vie. Ce que tu veux dire, c'était quoi? C'était la notion de fin, une fois que... Ouais, une notion de fin, peut-être, t'as raison, c'est ça, alors que je me suis toujours sentie toute puissante et immortelle. Okay. Et cette rupture-là fait que finalement, je me suis confrontée à ma mortalité, et t'as du coup un désir d'enfant qui vient là, en me disant qu'il faut peut-être que je perpétue quelque chose de moi. Qu'il reste quelque chose de toi. Oui, de toi, alors que mes œuvres me suffisent en temps normal. Et donc du coup, si tu veux cette petite période de flottement, où je me dis, comment je fais un enfant? Et là, je rencontre quelqu'un sur le même désir, et on se met ensemble, finalement, sur ce désir. Bon, on tombe amoureux, c'est ça qui a merdé. Et du coup, on a eu 9 mois de relations très compliquées, 9 mois d'une grossesse où ça n'a pas abouti, et lui, il est parti faire un enfant ailleurs. Oh, wow. C'est pas grave, mais et en même temps, parce que je n'ai pas de regret de ne pas avoir fait d'enfant avec lui, parce que je savais que de toute façon, il avait un désir d'enfant, mais il n'aurait pas pu être en couple. 2 ans après, il a quitté la personne avec qui il a fait l'enfant. En fait, il voulait devenir père, il voulait pas forcément faire famille. C'est ça, je pense, et qu'avec moi, il pouvait pas le faire parce qu'il savait que j'étais exigeante. Que si on faisait un enfant, c'était pour rester ensemble. Est-ce que vous savez si vos conjoints respectifs, ils ont le fait qu'ils n'aient pas d'enfant eux, ou qu'il n'ait pas de désir, ou que ça soit pas passé, il y a toi non, parce qu'il a une fille, mais est-ce qu'ils vous font part en fait de
de choses qu'on peut leur dire parce que justement ils sont pas pères ou ils ne veulent plus être pères? Mon copain, sa mère n'a jamais été mariée. Du coup, il n'y a pas de pression pour le mariage. Mais par contre, elle aimerait un petit enfant, oui. Et elle lui a déjà communiqué ça quelques fois. On n'a pas des enfants juste pour vous faire des petits-enfants, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est aussi une discussion que j'ai eue avec mes parents parce que mon père... il me dit aussi, ah oui, un petit enfant, ce serait pas mal et tout. Je dis oui, mais c'est pas un jouet, quoi. Et c'est un sujet qui est un peu plus complexe que ça. Enfin, je suis très consciente que je parle d'un point de vue situé, on est à Paris. C'est très différent du reste de la France. Moi, la majorité de mes copines à l'île Maurice sont mariées et la majorité ont des enfants. Et parfois, je me pose la question, si j'étais restée à l'île Maurice, est-ce que j'aurais été mariée avec des enfants? En vrai, je pense pas, parce que ça a toujours été quelque chose C'était ancré assez tôt. C'était ancré très tôt, donc je pense pas. Après, on peut pas spéculer sur quelque chose qui n'existe pas. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu fétichisant, parce que mon copain est blanc. Et donc, du coup, quand les gens nous voient ou qu'on sort ensemble, une des premières choses qu'on dit, vos bébés seraient tellement beaux. La flemme. J'ai eu ça, moi aussi. Et t'es juste, déjà, pourquoi t'es en train de spéculer sur nous, en train de procréer et avoir un enfant qui sera peut-être beau, peut-être il serait moche, je sais pas, et même c'est pas la question. Moi je dis ça tout le temps, ça se trouve ils seront moches. Ouais, ça fait un peu bête de foire en mode... Oui, bien sûr. Ils nous c'est regardent. l'exotisme, le truc un peu waouh, ça va faire un truc un peu exotique. Ouais, et parfois je suis juste en mode, mais vous réalisez ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de nous imaginer nous en train de ken, je suis désolée, pour reproduire un enfant, et vous imaginez l'enfant, c'est quand même, faut se trouver d'autres passe-temps, je sais pas. Et du coup, oui, on a beaucoup de gens qui projettent des choses sur nous, et puis il y a aussi ce côté, le fait qu'on aime beaucoup les enfants, et qu'on est vraiment, bien avec les enfants nous aiment bien de manière générale, de la famille et tout, je pense que, mais du coup, vous arrivez à gérer les enfants super bien et tout, c'est marrant que vous vouliez pas d'enfants. Ça serait une logique, quoi, ouais. Il y a des personnes qui sont child-free, donc qui n'ont pas d'enfants par choix, donc c'est notre cas. Il y a des gens, c'est pas leur choix. C'est pas leur choix parce que soit ils sont célibataires, ils n'arrivent pas à trouver la bonne personne, ou pour des raisons de fertilité. J'ai pu lire sur des choses, sur des forums, sous des commentaires d'articles, je sais qu'il faut pas les lire, mais je le fais. Et du coup, non, mais je comprends pas, ils sont en bonne santé, ils pourraient avoir des enfants, et il y a des gens qui peuvent pas en avoir, donc eux, ils veulent pas, c'est triste. C'est pas faire les enfants pour les autres. Encore heureux, c'est... donc... on est sur la mondialisation, mais du mauvais côté. Ouais, vraiment. En gros, ils peuvent pas avoir d'enfants, toi tu dois compenser. C'est assez étrange. Mais c'est marrant parce que moi je serais au Laos, je pense que je serais restée au Laos, je pense que j'aurais des enfants. Parce que je suis d'une autre génération, et puis voilà quoi. Ouais, ton paradigme aurait été différent. Ouais, c'est totalement différent, effectivement. Hein. J'aurais peut-être pas eu le même niveau d'études, il y a plein de choses. Venant d'une famille pas forcément riche, ça dépend parce que ma mère très pauvre, mon père un peu plus classe moyenne. Mais bon voilà quoi, je pense qu'il y a des choses qui font que je ne saurais jamais. Est-ce que vous auriez un message du coup que vous auriez aimé transmettre justement aux personnes qui comprennent pas ou qui jugent le fait que vous vouliez pas d'enfants? Moi je pense que j'ai pas à me justifier et personne n'a à se justifier quoi, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'ai pas de message particulier sinon de laisser les gens faire ce qu'ils veulent quoi. Après tout c'est leur corps. Si quelqu'un choisit un chemin plus conventionnel, une famille plus traditionnelle, du moment que c'est un choix et que c'est réfléchi, allez-y, faites des enfants. Mariez-vous, suivez ce chemin-là, il n'y a aucun souci, mais d'accepter que ça a l'air un peu logique qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres envies et d'autres besoins, et que si vous pensez ça, c'est que vous êtes en train de projeter vos propres insécurités. Ma toute dernière question, c'est quoi pour vous l'empowerment? Non, c'est une question très compliquée pour moi, parce que l'empowerment, souvent, je l'associe à quelque chose de très patriarcal et capitaliste. Parce que pour moi, c'est une notion un peu individualiste. Pourquoi a-t-on besoin de prendre de l'autonomie, de la puissance, si en fait on est dans une société qui serait totalement différente, où on placerait les valeurs de la solidarité et de l'entraide au cœur. Donc c'est pour ça que empowerment, je sais que c'est quelque chose de très important, notamment pour nous qui sommes des minorités, parce qu'on est des femmes, on est racisés, mais pour moi c'est quand même encore se coller à des principe d'une société qu'on essaye de combattre. Donc c'est juste pour ça que c'est très paradoxal pour moi. L'empowerment, effectivement, c'est important, parce qu'il faut se réaliser, mais je pense que les valeurs comme la solidarité et la communauté sont plus importantes. En fait, je pense que ce mot, il a complètement été dénaturé de son propos, de ce que ça voulait dire initialement, mais comme beaucoup de mots aujourd'hui, l'intersectionnalité, l'économisation, toutes ces choses-là. Et en fait, aujourd'hui, je pense que, effectivement, je te rejoins là-dessus, ça a pris un peu une tournure plus... capitalise sur le dépassement individuel de soi, faut qu'on ait plus de
femmes CEO, il faut qu'on ait plus de femmes qui exploitent d'autres gens, parce que du coup, ça veut dire qu'on est arrivé au même niveau qu'un homme blanc. Et en fait, pour moi, le vrai empowerment, c'est comment moi, je peux aider quelqu'un, une de mes potes, qui va pas très bien, parce que moi, je suis dans une situation où je vais bien, donc je peux lui donner. Et au contraire, quand moi, je vais pas bien, qui peut m'aider, la personne peut m'aider moins. Et comme ça, on est toujours en train de... On fluctue autour du même niveau et qu'il n'y a pas un ascendant où moi, c'est moi qui fais de la charité ou une autre personne qui me fait de la charité. En fait, c'est ça. C'est nous donner les clés de faire des choix et de pouvoir s'entraider vers un but commun, quoi. Et c'est sortir un peu du carcan du capitalisme aussi. Du coup, je te rejoins là-dessus. C'est plus autour de la solidarité, ouais. Et c'est vrai, effectivement, ce que nos sociétés nous poussent à aller, quoi. Comme contemporaine, moderne, occidentale, bien sûr. Nous poussent vers ça. Et c'est toujours problématique lorsqu'on est des gens, justement, issus de minorités. C'est que, du coup, on nous extrait toujours des exemples. Sous prétexte qu'il y a une personne qui a réussi, les autres doivent se mettre au même niveau. C'est ça. Alors qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens. Tout à fait. Et c'est ça le danger. Ce truc, finalement, on tombe souvent dans la méritocratie où, en fait, comme elle a réussi, en fait, tout le monde peut. Voilà. En fait, on regarde pas, effectivement. Tout à fait. Alors que la société est inégalitaire, donc elle peut pas... Donc la méritocratie ne suffit pas. Clairement pas. Pour te rejoindre, c'est qu'en fait, il y a ce côté où, mettons, t'es une femme noire qui a ton asso, voilà. La manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est on va te mettre toi en avant en tant qu'individu qui crée quelque chose, donc c'est très bien. Mais du coup, derrière, on veut pas forcément montrer que en fait, il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose parce qu'ils veulent vraiment dire OK, non, mais en fait, la société n'est pas raciste. Voilà, n'est pas raciste, n'est pas sexiste parce que regardez, Clémence, elle réussit et c'est elle qui incarne toutes les femmes noires qui vivent en France, par exemple. Sauf que c'est très bien que tu réussisses, mais il y a d'autres gens qui réussissent autrement. Clairement. Et en fait, on veut juste prendre, comme tu as dit, des exemples pour en faire, du coup... Une vérité générale alors qu'il n'est pas vrai. Et quand tu essayes de faire autrement, parce que c'est un des trucs que je me suis beaucoup posé comme question dans la sauce, je voulais toujours que ce soit pas que moi. Parce qu'en fait, c'est clairement pas que moi. Mais en fait, quand tu veux réussir collectivement, tu prends beaucoup plus de temps. Mais beaucoup plus de temps pour beaucoup de choses. Oui, parce qu'ils veulent avoir la personne sur qui ils peuvent prendre la photo, la punchline... que tu incarnes quelque chose et que du coup les gens te regardent. Et il y a des gens qui cherchent ça aussi et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous mettre en espèce de... j'ai pas envie de dire célébrité, mais c'est un peu cette culte de la célébrité, de la personnalité, quoi. C'est ça, la société qui est comme ça. Regarde, on est que comme ça, on est que sur de la com et sur de l'autopromotion. Et dans le développement personnel, il parlait beaucoup de branding personnel. On est venu en fait à un objet commercial. Et après, si tu rentres pas dans ces codes-là aussi, comme je dis, tu mets beaucoup plus de temps et il y a des trucs qui sont pas visibles. Donc c'est toujours la bonne balance. En tout cas, nous, c'est un truc dont on parle beaucoup aussi dans la sauce. Qu'est-ce que tu acceptes ou qu'est-ce que tu acceptes pas dans ce jeu-là et à quelle fin? C'est des vraies discussions. Mais en tout cas, ce que je comprends, ce que je retiens, c'est que pour vous, l'empowerment, en réalité, il est collectif. Oui, c'est primordial si on veut avancer. Je pense que c'est une très bonne façon de conclure. Je vous remercie, franchement, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet avec moi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. On continue la discussion en commentaire. On vous met les actus de Bonhomme Souk et de Sabrina en description et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.